Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir à 17h45 en direct, à 20h45 rediffusé sur Bismart TV et en replay, bien sûr, sur bismart.fr. C'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous chaque semaine. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. On a terminé la partie précédente de l'émission en évoquant évidemment le 20e congrès en Chine, ouvert ce week-end par un premier discours de Xi Jinping. L'occasion de s'intéresser à la politique chinoise menée par les États-Unis sous Joe Biden, avec une administration américaine qui a renforcé encore, il y a quelques jours à peine ou quelques semaines, un certain nombre d'interdictions et de contraintes sur les produits chinois, notamment. Toute l'industrie des semi-conducteurs est concernée par ce genre de mesures aujourd'hui, Pierre-Yves. Alors, vous savez, Grégoire, Washington est déchiré entre démocrates et républicains. Beaucoup d'entre eux ne s'adressent à peine la parole, se méprisent. Des sommes considérables sont consacrées par les deux partis pour qualifier l'adversaire, l'opposant politique, d'horribles personnages. Il y a un très très rare sujet de consensus à Washington, c'est la Chine. Républicains et démocrates sont largement d'accord pour continuer de combattre par tous les moyens possibles sur les fronts diplomatiques, culturels, économiques, commerciaux, la rivalité avec la Chine. Et on en a eu un exemple il y a quelques jours. Je voudrais quand même citer Jake Sullivan, qui est le principal conseiller en matière de sécurité du président Biden à la Maison-Blanche, et qui nous a dit il y a quelques jours, nous sommes dans les premières années d'une décennie décisive de compétition avec la Chine. Les États-Unis sont aujourd'hui numéro 1 dans à peu près tous les domaines et ils ont compris que la Chine a l'intention de les dégommer et ils vont se battre pour freiner l'ascension de la Chine. Un autre aparté, ça veut dire que les États-Unis, en ce moment même, sont en train de se battre au moins sur deux fronts. La Russie, bien sûr, par l'intermédiaire de l'Ukraine, et la Chine. On n'a pas du tout cette impression en Europe. En tout cas, c'est la perspective américaine que j'ai. Il y a quelques jours, la Maison-Blanche, après des mois de consultation avec les alliés européens, mais aussi japonais et coréens, a décidé de renforcer considérablement les restrictions d'exportation de semi-conducteurs de haut de gamme, de technologies de fabrication de semi-conducteurs de haut de gamme, et de tout ce qui tourne autour de ces composants électroniques qui sont utilisés aujourd'hui par les autorités chinoises et par les forces armées chinoises pour fabriquer de l'armement de plus en plus sophistiqué pour précisément défier les États-Unis. Cette politique est une politique qui non seulement renforce les dispositifs de contrôle de la technologie américaine à destination de la Chine, mais c'est aussi une réglementation qui introduit un élément d'extraterritorialité qui, pour le moment, n'est pas accueilli à bras ouverts par les Européens. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas simplement d'empêcher des sociétés américaines de vendre des équipements ou de la technologie à la Chine qui, in fine, sera utilisée par les forces armées chinoises, mais c'est d'interdire à des étrangers de transférer aussi ces équipements américains ou ces technologies qui sont contenues dans des équipements, par exemple, japonais, coréens ou européens. On touche à l'extraterritorialité, c'est une arme qui a été employée par les États-Unis à plusieurs reprises avec des succès variés, contre l'Iran en particulier, contre la Russie aujourd'hui et maintenant contre la Chine pour l'aspect le plus pointu des semi-conducteurs. Ça veut dire, Pierre-Yves, si les États-Unis n'arrivent pas à trouver un relais en Europe sur ces questions, que reproche-t-il à la position des Européens? L'exemple des semi-conducteurs est frappant, cette notion d'extraterritorialité. Je crois qu'un groupe néerlandais comme ASML, effectivement, qui fournit des machines de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs, est contrainte par la réglementation américaine aujourd'hui. Qu'est-ce que les Américains reprochent aux Européens sur le front chinois? Écoutez, ils les ont beaucoup consultés. Pour l'instant, ils ne leur reprochent rien ouvertement, mais ils les attendent au tournant. On sait que des exceptions, des exemptions ont été accordées d'ores et déjà à un certain nombre de firmes, notamment américaines, Intel, mais aussi Samsung, le coréen,
également taïwanais, TSCM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ainsi que la société sud-coréenne Hynix, qui continue de livrer des équipements ou des composants de semi-conducteurs à la Chine. Ces exemptions, pour le moment, sont temporaires. À ma connaissance, il n'y en a pas encore eu pour les sociétés européennes et en particulier le géant néerlandais que vous venez de citer, mais cela pourrait se produire. Il est évident que lorsque l'on choisit de renforcer les règles et que l'on introduit un élément d'extraterritorialité, il faut le faire en collaboration étroite avec les alliés des États-Unis. Et ne serait-ce qu'au niveau des opinions publiques, vous venez d'être le témoin et le participant d'un débat sur la situation économique en Chine. On a pratiquement parlé de la Chine comme d'un partenaire économique normal. Ça n'est plus le cas aux États-Unis, ni dans le camp démocrate, ni dans le camp républicain. La Chine est un ennemi, la Chine est un adversaire. On collabore énormément avec la Chine, énormément de produits chinois sont importés aux États-Unis, mais la Chine n'est plus considérée comme un pays ordinaire. Et un exemple, par exemple, Joe Biden avait fortement critiqué toutes les mesures, toutes les sanctions commerciales qui avaient été appliquées sous Donald Trump à la Chine. Il est arrivé au pouvoir, il est à la Maison-Blanche depuis 2 ans, il a maintenu toutes ces sanctions. Il ne les a pas retirées d'ailleurs, à la grande satisfaction du mouvement syndical qui a complètement soutenu cette approche de maintien d'une position très dure en matière commerciale à l'égard de la Chine. Bon, au-delà de cette question technologique, se pose également la question de la force du dollar, toujours, Pierre-Yves, avec comme perspective dans un mois maintenant un sommet du G20 qui verra se réunir évidemment les grandes puissances mondiales. Cette question-là sera une des grandes questions. Quelle sera la position défendue par les Américains, Janet Yellen, à l'occasion de ce G20 sur la force du dollar, Pierre-Yves ? Alors, Janet Yellen s'est exprimée à Washington la semaine dernière à l'occasion des réunions du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Elle a fait une conférence de presse on the record, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas pour un secrétaire au Trésor lors de ces réunions. Et elle a répété, j'ai presque envie de dire, pour être un peu méchant, mot pour mot, ce qu'avait dit le secrétaire au Trésor John Connolly dans les années 70. Le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Autrement dit, nous avons une priorité qui est de combattre l'inflation aux États-Unis, qui nécessite encore beaucoup de travail et de nouvelles majorations de taux d'intérêt. La Réserve fédérale s'en occupe. Nous ne nous mêlons pas de la politique que nous jugeons nécessaire de la Réserve fédérale. Et si le dollar s'apprécie, c'est comme ça. La parité du dollar est le résultat des forces du marché. Nous considérons, là je cite Janet Yellen, nous considérons que ce système de détermination par les forces du marché de la parité du dollar est le bon système. Il nous convient, nous ne voulons pas le changer. Sous-titré, débrouillez-vous, le dollar va continuer de s'envoler probablement, surtout si du côté de la zone euro, les majorations de taux continuent d'être aussi modestes. Dans ce cas-là, ça veut dire deux choses. Une chose, pour les Européens, il faut souffrir avec de l'inflation importée pour les matières premières et pour les pays émergents, en particulier pour les pays émergents qui sont endettés en dollars et qui sont obligés de relever massivement leur taux d'intérêt. Cela veut dire des situations extrêmement compliquées et la main tendue aux Américains par le biais des institutions multilatérales de vouloir aider les pays émergents les plus méritants en leur prodiguant de nouvelles formes d'aide pour contrer les effets pervers de l'appréciation très rapide et très forte du dollar. Un dernier mot à 3 semaines des élections de mi-mandat, désormais, Pierre-Yves, quels sont les derniers mouvements de balancier qu'on peut observer peut-être du point de vue des sondages entre le camp démocrate et républicain ? Écoutez, les sondages sont compliqués à lire parce qu'en fait, il y en a pratiquement 50 au minimum, ne serait-ce que pour le Sénat. Ensuite, vous pouvez en rajouter une centaine d'autres pour chaque poste pour chaque siège à la Chambre des représentants. La tendance, pour le moment, et depuis, je dirais, une bonne quinzaine de jours, est un redressement de la cote des candidats républicains et un petit tassement de la cote des démocrates. Un certain nombre d'États qui paraissaient perdus pour les républicains fin août, mi-septembre, semblent maintenant gagnables. Je pense en particulier du siège défendu par le sénateur Johnson dans le Wisconsin.
Et le Nevada, qui était un État démocrate, pourrait basculer dans le camp démocrate. Il semble que M. Adam Laxalt, le candidat républicain, soit maintenant en tête face à sa rivale. Laxalt, c'est un nom qui peut-être vous dira quelque chose, mais Paul Laxalt était sénateur du Nevada dans les années 80. C'est son fils, Adam Laxalt, maintenant qui tente de lui succéder. Et c'est un nom important au Nevada, mais c'est un nom important pour les Européens, vous le savez peut-être, mais le Nevada compte une grande communauté basque, et Laxalt est une de ces grandes familles basques du Nevada. Merci pour toutes ces précisions et cet éclairage, Pierre-Yves, qui ne peut venir que de quelqu'un comme vous qui connaît aussi bien les États-Unis. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque semaine dans Smart Bourse, vous le savez, le lundi soir à 17h45 en direct pour le quart d'heure américain, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et que vous retrouvez en replay chaque semaine évidemment sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau quart d'heure américain. Ainsi se termine cette édition de Smart Bourse ce soir. Retour demain à 12h30 en direct sur Bismart.